Avec le vent de fraîcheur qu'a apporté Sailor Moon au genre du Magical Girl, il était assez logique de voir Go Nagai retenter sa chance avec Cutie Honey. Et c'est pour ça qu'en 1992, il lancera Cutie Honey 90. Cutie Honey 90 se passera 30 ans après les événements de la première série Cutie Honey. Sister Jill ayant réussi à revenir à la vie, reformera Panzer Claw, et c'est afin de l'arrêter que Cutie Honey reviendra sur le devant de la scène, accompagné du détective Todoroki et des ressources militaires accumulées par ses anciens alliés. Elle traquera de nouveau Panzer Claw. On ressent bien d'ailleurs le poids des années qui est passé. Étant une androïde, le physique de Honey est resté le même, mais on ressent toute l'expérience qu'elle a accumulée. Elle maîtrise beaucoup mieux ses pouvoirs, nous offrant des transformations encore plus épiques, et elle est maintenant capable de partager ses pouvoirs avec autrui, du genre fournir des armes, et elle a même une espèce de mode She-Hulk qui s'active à la Chobits. Ah, j'espère que cette référence va parler aux gens. Une nouvelle aventure de l'héroïne ayant conscience que son public a maintenant vieilli. Go Nagai va donc beaucoup plus se lâcher et se permettre d'augmenter tous les potards. Le sexe est encore plus décomplexé que dans le manga de 73, et l'auteur va même se permettre de critiquer la pudibonderie japonaise via des chapitres crossover avec Keiko Kamen. Tout le manga baigne dans un humour de beauf à base de blagues de cul et de situations plus que suggestives, accentuées par des interventions d'auteur sous forme de chibi. Des interventions où Go Nagai fait preuve d'un certain second degré qui est assez bienvenu finalement. Par exemple, il va désigner l'érection du protagoniste masculin comme étant du fanservice pour femmes. On est d'accord. Il va aussi expliciter que le discours d'un méchant est forcément mensonger parce que c'est le méchant. Et sans doute mon exemple préféré, il va commenter chaque case d'une scène de douche et nous présenter ça comme étant de l'art. Et le gore n'est pas en reste, Go Nagai nous offrant par moments une vraie vision d'horreur, bien que quand même plus soft que Devilman. Cutie Honey 90 est un bon petit renouveau de la série. Après, si vous êtes allergique à l'humour de beauf qui se permet de rigoler de sujets horribles, comme le viol ou l'esclavagisme, passez votre chemin. Vous allez juste passer un très mauvais moment. Après, si comme moi vous appréciez cet humour, allez-y. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se lit bien. Avec le petit succès de ce retour de Cutie Honey, un nouveau projet doit avoir vu le jour en 1994. New Cutie Honey. Le retour sous nos écrans de la belle Honey, 20 ans après le premier animé. Une animation plus moderne, une réactualisation de l'opening pour être plus en phase avec son temps, une nouvelle transformation toujours plus sexy, et surtout, on voit enfin les mamelons animés de Honey. C'est parti pour 12 épisodes de folie. Et ouais, New Cutie Honey a fait un bide et la série fut annulée au bout de seulement 8 épisodes. Pour l'histoire, ça se passe 100 ans après le premier animé. Nous y retrouvons Honey, employé de bureau amnésique, dans un monde cyberpunk. Suite à une nouvelle attaque terroriste, Honey retrouve sa mémoire et reprendra son rôle de guerrière de l'amour pour combattre les méchants cyborgs. New Cutie Honey s'inscrit dans l'âge d'or du cyberpunk, une époque très prolifique pour le genre. Si on reste centré sur le Japon, c'est à cette époque qu'a eu lieu des monuments du genre comme Gun, Appleseed, Ghost in the Shell ou encore Akira. Et bien que je n'aime pas dire qu'une œuvre est mauvaise car elle n'est pas originale, force est de constater que New Cutie Honey est une œuvre cyberpunk assez peu intéressante. Si à notre époque, Internet nous permet de visionner ce que l'on veut quand on le veut, à l'époque de New Cutie Honey, je peux comprendre que l'on préfère largement revoir en boucle l'OAV de Gun ou le film Akira, plutôt que perdre son temps devant le cyberpunk du pauvre, qui est New Cutie Honey. Car à part un questionnement sur est-ce qu'un androïde peut se montrer plus humain qu'un cyborg, ce qui ne va pas plus loin que ça, New Cutie Honey n'exploite pas vraiment son univers cyberpunk. Mais du coup, si en 1994, la série ne valait pas le coup, est-ce qu'elle peut avoir une seconde vie à notre époque suite à l'explosion d'Internet ? Alors, oui et non. Foncièrement, je n'ai pas passé un mauvais moment devant New Cutie Honey. On sent que cet anime a voulu aller dans la même lignée que le manga Cutie Honey 90, en étant plus trash, plus sexy, plus provocateur quoi. Même si à côté du manga, ça reste vachement gentil. Après, moi tu mets une histoire avec une méchante lesbienne qui veut tuer tous les hommes pour faire des femmes ses esclaves sexuels, mais je vais te suivre dans ton délire.
Oui, c'est complètement edgy. Et si l'anime sortait de nos jours, il aurait déjà eu le droit à 20 threads Twitter pour expliquer à quel point c'est un animé de détraqué. Mais j'ai aimé retrouver Oni dans cette nouvelle mouture. L'animation des scènes d'action est belle, les nouveaux personnages sont plus agréables à suivre que dans la série de 73, surtout le gamin qui est amoureux de Oni. On a même un Downbase cyborg qui utilise les attaques de Mazinger. C'est complètement con, c'est trop bien. Dans la même veine, on a même un caméo de Devilman, quoi. Oni est d'ailleurs montrée comme une super-héroïne colorée, apportant de la lumière dans un monde devenu sombre, ce qui est très bien dans ce genre d'histoire. On sent d'ailleurs qu'ils ont voulu inscrire Oni dans la nouvelle mouvance des super-héroïnes de comics américains des années 90, avec des corps étant plus musculeux, tout en étant sexy et sexualisés. Bon, ce qui fait un peu tâche par rapport à l'anime de 73, qui était sexy dans le sens agréable à regarder, et non pas sexy dans le sens « on cherche à te faire bander ». Mais le public visé par New Cute Oni n'est clairement pas le même que celui de l'anime de 73. Enfin, si, mais avec 20 ans de plus et beaucoup plus masculin. Mais ce que malheureusement le temps ne peut pas rattraper, c'est le rythme. La série est extrêmement répétitive, ce qui marchait bien dans l'anime de 73, car la série était diffusée à la télé et destinée à des enfants. Là, la série était destinée au marché de la cassette vidéo pour ados adultes, donc le format répétitif des épisodes est assez malvenu, ce qui, selon certaines sources, justifierait l'annulation de la série au bout de seulement 8 épisodes. Par contre, si on en croit le Wikipédia japonais, la série devait à la base se terminer en seulement 4 épisodes, mais comme elle a plutôt bien marché au début, ils sont montés à 12 épisodes. Malheureusement, en raison de la faillite de la société de production, la série a dû s'arrêter au bout de 8 épisodes. Mais j'ai envie de dire tout ça, on s'en fout, car cette série nous donne une Oni maîtresse du BDSM, et rien que pour ça, la série vaut le coup. Cette fois, l'annulation de New Cute Oni n'a pas replongé la franchise dans 20 ans de caméo. Bien au contraire, la même année, un roman vit le jour, Cute Oni Super Quest Bunko, que je n'ai pas eu la chance de lire, et même un jeu vidéo en 1995 sur PCFX, Cutie Oni FX, un point and click comprenant des animations à une histoire inédite, plus proche de l'anime de 73 que de celui de 94. Il servira en quelque sorte de transition, surtout visuelle, entre l'animé New Cute Oni de 94 et ce qui arrivera en 97, suite à un événement médiatique assez important. Après 5 ans de diffusion et 200 épisodes au compteur, le mastodonte Sailor Moon conclura son aventure dans un ultime épisode le 8 février 1997. Laissant ainsi son créneau horaire de diffusion vacant, la reine est morte, vive la reine. Sailor Moon ayant fidélisé énormément de téléspectatrices, la Toei Animation ne pouvait pas se permettre de perdre son public. Il fut donc décidé qu'une série qui pourrait plaire au public de Sailor Moon prendrait la relève. Une Magical Girl en pleine transition entre l'adolescence et l'âge adulte, un modèle féminin fort, et quand on n'a pas idée de comment construire le futur, le mieux c'est de regarder dans le rétroviseur. Il nous faut reprendre un ancien modèle féminin qui a déjà fonctionné en son temps. Il nous faut le retour de Cutie Oni. Mais cette fois, nous ne referons pas comme New Cutie Oni. Nous n'essayerons pas de séduire un public de trentenaires nostalgiques. Notre Cutie Oni sera un renouveau. Un retour à zéro de la franchise, plus adapté à notre époque, et au nouveau public qui a déjà été fidélisé par Sailor Moon. Ainsi naquit en février 97... Cette fois, fini les histoires du futur avec un retour de Sister Jill ou des cyborgs dans un univers cyberpunk, non. Cutie Oni Flash décide de tout reprendre du début dans le présent. Enfin, le présent des années 90. Avec une Oni, simple lycéenne, ignorant ses véritables origines. Origines que l'anime gardera flou assez longtemps, au lieu de tout balancer dès le début comme le faisait le manga de 73. Cutie Oni Flash va d'ailleurs se détacher de tout ce qui a déjà été fait sur Cutie Oni, ancrant Oni dans un cadre beaucoup plus school life, centré ainsi sur l'histoire autour de Oni Kisaragi, la jeune fille, et moins autour de Cutie Oni, la super-héroïne, nous offrant la Oni la plus humaine et développée que l'on ait eue jusqu'à présent. Dans cette nouvelle mouture, Oni est très loin de la super-héroïne limite infaillible qui a été jusque-là. Ici, c'est une adolescente en transition vers l'âge adulte et les responsabilités. Elle est fleur bleue, elle a des doutes et se remet en question régulièrement, occasionnant souvent une bonne droite patriarcale pour l'obliger à se reprendre.
Et ce changement de Oni vaut aussi pour les autres personnages bien moins caricaturaux que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ce sont beaucoup moins des personnages fonction et deviennent plus des personnages crédibles. Cutie Oni Flash a décidé de prendre son public au sérieux en se montrant bien plus mature et en offrant un programme de qualité. Un revirement de la franchise que les fans de la première heure n'ont pas des masses appréciées. Voyant ce changement et le manque de sexy de la série comme une trahison à la franchise, et j'ai du mal à donner raison à ces fans. Déjà, car comme expliqué plus tôt, la série n'est pas destinée aux anciens fans, mais à de nouveaux fans en devenir, habitués à Sailor Moon, et cette version est plus proche de ce qui était prévu quand Cutie Oni était encore destiné à être un manga shoujo. Donc Cutie Oni Flash n'est en rien une trahison à la franchise, mais une autre facette de celle-ci. Surtout que Oni garde les traits de personnalité qui faisaient son charme dans la série 73, sa ruse, son côté espiègle, le fait qu'elle se joue de ses ennemis, etc. C'est juste une Oni mieux écrite. Après, la série a un gros défaut de rythme qui s'explique par son nombre d'épisodes, 39 plus un film. Le film mis à part, 39 épisodes, c'est un peu trop pour ce que la série a à raconter. Ce qui fait que l'on se retrouve avec une série en 3 parties peu équilibrées. La première correcte, mais un peu timide, qui met en place l'univers et les personnages. Cette première partie est celle qui reprend le plus d'éléments de Cutie Oni que l'on connaît déjà, en adaptant à un nouveau public et à son envie de raconter plus. Dans un comics de super-héros, ce serait la partie sur les origin story du personnage. La deuxième partie, quant à elle, représente clairement le point fort de la série. Elle redistribue les cartes en changeant la menace principale et en proposant une intrigue bien plus poussée que la première partie. Et aussi, le retour du côté sexy de la franchise, ce qui a fait gueuler les parents d'élèves. Créant une situation assez cocasse où les fans de la première heure trouvent la série pas assez sexy et les parents d'élèves la trouvent trop sexy. Notre monde est définitivement étrange. Cette deuxième partie s'inscrit parfaitement dans les clichés très présents dans les fictions pop culture geek otaku des années 80-90. Ce que je pardonne assez facilement parce que les années 80-90. C'est-à-dire le cliché du double maléfique du héros qui aura son propre double maléfique, encore plus maléfique. Dans un comics de super-héros, ce serait la partie où le héros se remet en doute en visualisant un miroir déformé de lui-même qu'il faut arrêter. Quant à la troisième partie, si on est dans un comics de super-héros, elle représenterait le passage où le héros révèle son identité à son entourage, suivi du dernier sacrifice héroïque où le héros deviendra un modèle à suivre pour ses contemporains et les nouvelles générations, avant de devenir un lointain souvenir dont il est bon de reprendre exemple au moment venu. Une troisième partie que j'aime bien sur son fond, surtout pour son épilogue, montrant ce que sont devenus les personnages plusieurs années après que le monde n'ait plus besoin de Oni, et que cette dernière ait laissé de côté sa double identité. Mais cette partie 3 souffre d'un gros problème de rythme. On sent que la série n'avait pas assez à raconter pour 39 épisodes, et que cette partie c'est majoritairement du remplissage pour combler les cases horaires qui lui sont allouées. Ce n'est pas vraiment mauvais et certains épisodes sortent du lot, mais la série est partie d'un coup sur un format méchant de la semaine avec un fil rouge très léger en fond. Et quand je dis très léger, c'est vraiment que le fil rouge avance à pas de fourmi car à la fin de la partie 2, il ne restait plus grand chose à développer pour arriver à la conclusion. En bref, Cutie Oni Flash, c'est une chouette série pour adolescentes en pleine transition vers l'âge adulte, avec une héroïne qui devient elle-même plus adulte et un modèle à suivre. Mais Cutie Oni Flash, c'est aussi 9 mangas dérivés. Malheureusement, ces mangas sont vraiment tombés dans l'oubli. Sur les 9, seuls 3 ont eu la chance d'être compilés en format relié, et je n'en parlerai pas car je n'ai que rarement réussi à trouver plus que les jaquettes. Même trouver les autres travaux de leurs auteurs respectifs, c'est devenu la croix et la bannière. Je passerai aussi au-dessus du jeu Sega Pico, qui est une compilation de mini-jeux où chaque mini-jeu est en lien avec une des transformations de Oni, et je découvre lors de l'écriture de ce script l'existence d'une pièce de théâtre, Cutie Oni F Show, dont je n'ai quasiment aucune trace. On pourrait croire que maintenant Cutie Oni va redisparaître du paysage médiatique et ne plus avoir de série dédiée avant un moment, ou juste faire quelques caméos par-ci par-là. Bien au contraire. Après 1997, ça va être un foutoir sans nom. Et on va tout voir. Accrochez-vous, ça va être long. Bon, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur la série Super Milk-chan, qui place une référence à l'opening de l'anime de 73 dans son propre opening. Mais comment dire... J'ai vu, vous allez voir aussi. Ça va vos oreilles ?
Bref, on s'en fout de cette série, elle ne fait que faire une référence. Mais par contre, le jeu Majoko Daisaku-sen sur PS1 sorti en 1999 est déjà plus intéressant. Il s'agit d'un mélange de tactical RPG et d'action RPG en temps réel, nous faisant incarner les héroïnes de la première génération de Magical Girl de la Toei. Après, je n'y ai pas joué, je ne peux pas plus développer que ça. En 2001 sortit le manga Cutie Honey Tenyo Densetsu, un manga que l'on peut qualifier de suite de Cutie Honey 90. Vous savez, la série faisant déjà elle-même suite au manga de 73, mais 30 ans plus tard. Et bah là, ça se passe encore plus tard. Nous y suivons Seiko Hayami, la fille de Seiji, devenue détective privée et ayant une fâcheuse tendance à traîner toujours à poil chez elle, pour le malheur de son assistant Asashi Hanyu, un jeune homme ayant une peur bleue des femmes. Tous deux viendront en aide à la police pour résoudre des affaires liées au retour de Panzerclaw. Alors, c'est pas vraiment un spoil de vous dire que Asashi... en fait c'est Honey déguisé qui cherche à protéger la fille de son ami dans l'anonymat. Et si vous aviez déjà du mal avec l'humour de la série 90, vous auriez encore plus de mal avec Tenyo Densetsu. L'histoire est encore plus trash, vulgaire et je dirais même problématique. Quand, dès le premier chapitre, on a un débat pour savoir si 3 allers-retours de chibre non consentis peuvent être qualifiés comme étant du viol, ou que le chapitre 4 montre avec humour Seiko violer un homme dans le coma... je peux parfaitement comprendre que le manga va donner envie de vomir à beaucoup de monde. Et pourtant, derrière, l'auteur ne va pas hésiter à dénoncer la dangerosité des incels ou à se moquer de sa propre propension à utiliser le sexe de façon borderline, et qui peut limite gâcher son œuvre. Du coup, Tenyo Densetsu fait un peu la girouette avec sa propre morale, ne sachant pas si elle doit en avoir une ou juste chercher à être le plus malsain possible. Après, pour sortir du cadre moral de l'œuvre, les 3 personnages principaux ont une alchimie plutôt agréable et on ressent le poids des années et l'expérience de Honey. Je pense qu'on n'a jamais eu une Honey aussi puissante, tellement puissante qu'elle va même matérialiser Mazinger. La fille de Seiji est d'ailleurs très drôle, à la fois ultra féminine, qui se veut être une jeune fille fragile, et en même temps c'est une montagne de muscles ultra bourrine. Elle est prude, mais passe son temps nu. J'ai plutôt bien aimé suivre ce trio improbable. Malheureusement pour moi, je n'ai pas fini le manga, car 5 chapitres sont trouvables en anglais, et le reste n'est disponible qu'en japonais. Même si à partir du chapitre 6, je ne peux plus comprendre ce que disent les personnages, je peux relever au moins une chose... Honey se bat avec l'épée de Guts, et le manga explore énormément le côté lesbien de la franchise. Du coup, Tenyo Densetsu, c'est un manga assez schizophrène, qui se veut à la fois immoral, mais avec une morale de fond vraiment pas mauvaise. Alors, clairement, si ce manga sortait de nos jours, il serait directement envoyé dans la case des mangas pour puants à foutre en tôle. Et j'ai envie de dire, il en serait même le roi. Quoique, il y a quand même Redo of Healer ou Euphoria qui lui font une sérieuse concurrence. Enfin, à l'heure où j'écris ces lignes, le détenteur du titre du manga pour puant ultime, c'est... Nagatoro ? Ah ouais, Twitter, tu dois sacrément manquer de manga amoral à te mettre sous la dent, là. En bref, c'est un manga à l'image de son auteur. Provocateur. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à dans la partie 3. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal, my name Gonagai. un agitateur, un provocateur, une bête à poil, my name Gonagai.